Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre encore une fois notre briefing, le 234e du nom, avec aujourd'hui bien configuration quasiment complète sur l'essentiel, nos deux spécialistes qui vont à tour de rôle nous donner des informations sur ce qui se passe en Russie et dans le monde. Voilà, et donc comme vous savez, le jeudi, c'est le briefing plus traditionnel où on parle à la fois de ce qui se passe en Russie d'un point de vue économique, mais aussi politique. Et puis, bien entendu, ensuite, tout ce qui est plus diplomatique, marche du monde, efforts divers pour ramener la paix ou non. Voilà, eh ben, sans plus attendre, Arnaud, tu vas nous parler de la politique intérieure, de l'économie. Nous t'écoutons. Absolument. Merci, Président. Bonjour à tous. Quelques nouvelles de l'économie russe avec un chiffre, celui du salaire moyen versé en Russie en 2024. Il s'élevait à 87 900 roubles, donc 88 000 roubles. Au cours actuel, ça représente environ 930 euros et c'est en hausse de 19,3% par rapport à 2023. Alors, ce chiffre, qui est intéressant, cache des disparités très fortes, puisque le salaire moyen varie de 184 000 roubles en Tchoukotka, où on sait que tout est cher, puisque tout est emmené en avion ou en bateau, à 39 000 roubles en Ingouchie. À Moscou, le salaire moyen s'élève à 162 000 roubles. Et à Ivanovo, ce sera la dernière illustration de cette disparité de 49. Pourquoi je parle d'Ivanovo? Parce que c'est une région voilà, située à 300 km au nord-est de la capitale. Donc on voit un rapport pratiquement de 1 à 3 en 300 km. Quelques mots des ventes de voitures qui ont reculé de 25% en février en glissement annuel. J'avais parlé la semaine dernière des stocks qui s'accumulaient, des stocks de constructeurs russes, mais également, semble-t-il, de constructeurs chinois. Eh bien, il est probable que cela continue si les ventes continuent à reculer au cours des prochaines semaines. En revanche, les choses vont mieux pour Aeroflot, le transporteur national aérien russe, qui, pour la première fois depuis 2019, a publié des résultats financiers positifs. Alors le groupe a d'abord été confronté au Covid, ensuite aux conséquences du conflit en Ukraine. Eh bien, en 2024, Aeroflot a réalisé un bénéfice net de 55 milliards de roubles, c'est un peu moins de 600 millions d'euros, donc c'est assez significatif. Ce qui est également à relever, c'est l'augmentation du nombre de passagers transportés, 55 millions, plus 17%. Des nouvelles de Rosatom, champion national russe dans le domaine du nucléaire civil, vous le savez. Eh bien, Rosatom envisage la construction d'un chantier naval près de Mourmansk. Cas échéant, il serait dédié aux réacteurs flottants. Et il représenterait un investissement de 100 milliards de roubles. Mais si l'on essaie de prendre un peu de recul et de hauteur par rapport à l'actualité économique russe, que voit-on? Eh bien, on voit que le ralentissement de l'activité est désormais publiquement admis par les autorités, que ce soit par le ministre de l'économie, par Vladimir Poutine. Il est également visible, ce ralentissement, dans une partie des statistiques publiées ces dernières semaines. C'est notamment le cas de la production industrielle qui a accusé un recul de 3,2% en janvier par rapport à décembre. Les premières données brutes relatives au PIB montrent une croissance proche de zéro pour janvier. À cela s'ajoute un autre phénomène peut-être plus ponctuel, mais qu'il faut relever, celui de l'érosion des recettes tirées des hydrocarbures, qui résulte d'un double mouvement. D'abord un tassement des prix mondiaux. Le Brent est légèrement en dessous de 70. Or, on sait que le rabais pour le pétrole russe est de l'ordre de 13-14 dollars par baril, ce qui veut dire que, en réalité, le fameux seuil, le fameux price cap, est dicté par le G7 et respecté en réalité du fait, non pas des sanctions, mais de la réalité du marché. Et le deuxième facteur qui joue défavorablement pour la Russie, c'est le raffermissement du rouble.
Je rappelle que depuis le début de l'année, le rouble a pris entre 10 et 15% par rapport au dollar. Et donc, ben, ça fait autant de roubles en moins qui rentrent dans le budget lorsque vous vendez un baril de pétrole sur le marché international. Pour autant, les économistes que l'Observatoire a pu rencontrer cette semaine, notamment ceux de l'Institut de prévision économique de l'Académie des sciences, ne croient pas à l'hypothèse d'une récession. Ils voient plutôt la croissance cette année entre 1,5 et 2%, peut-être plus, en cas d'allègement des sanctions américaines. À suivre donc. J'en viens maintenant aux questions politiques intérieures, avec un entretien que l'on pourrait qualifier de routinier, classique, mais qui cependant a une signification politique, surtout dans les formes. C'est la rencontre entre le chef du Tatarstan, M. Minekhanov, et le président russe, Vladimir Poutine, qui a eu lieu le 3 mars au Kremlin. Minekhanov a été très longuement reçu, avec tous les égards dus à son rang, et on sait que le Tatarstan occupe une position particulière, même si sa spécificité a été un petit peu élaguée ces dernières années. Il a rendu compte de la situation économique du Tatarstan, qui est une vraie locomotive économique pour l'ensemble de la région Volga et au-delà. Et il a donné un chiffre assez intéressant. 38 169 contractuels et mobilisés, originaires du Tatarstan, ont pris part à l'opération militaire spéciale, entre guillemets, en Ukraine depuis 2022. Donc voilà, 38 000 pour le Tatarstan de- depuis 3 ans. Donc c'est intéressant, ça donne un ordre de grandeur pour les autres régions. Je reviens en quelques mots sur le conflit qui oppose le grand groupe métallurgique Severstal et le gouverneur de Vologda. Je n'avais un petit peu parlé la semaine dernière parce que ça défrait la chronique. Eh bien, cette guéguerre dans le nord de la Russie se poursuit. On a appris en début de semaine que Severstal envisageait de suspendre son grand projet d'investissement à Chiropovets, faute de main-d'œuvre. Il faut savoir que le gouverneur a interdit récemment l'emploi de main-d'œuvre étrangère sur les chantiers. Et que s'est-il passé depuis? Eh bien, 3 jours plus tard, M. Filimonov, gouverneur de Vologda, a annoncé revenir sur sa décision. Un sondage réalisé par Russian Field, qui est le dernier venu parmi les instituts conduisant des enquêtes d'opinion, qui travaille très sérieusement. Une enquête réalisée il y a déjà un mois, mais dont les résultats sont publiés au fil de l'eau, à propos à l'occasion du 3e anniversaire du déclenchement de la guerre d'Ukraine. Alors, il y a beaucoup de chiffres. Certains sont plus intéressants que d'autres. J'en relève de façon arbitraire quelques-uns. 49% des répondants estiment que la guerre se terminera cette année. Et le deuxième chiffre qui m'interpelle, c'est que 45% estiment qu'il faut engager des négociations. C'est en baisse de 8 points. Et la courbe se rapproche de ceux qui estiment qu'au contraire, il faut continuer les opérations militaires. Ils sont 43%. Donc on voit que ce différentiel est en train de se réduire. Est-ce que ça traduit une confiance dans le potentiel militaire de la Russie? C'est difficile à dire, mais une baisse de 8 points, ce n'est pas anodin et à voir donc dans la prochaine vague, ce sondage étant réalisé de façon régulière. Il y a eu par ailleurs en fin de semaine dernière une annonce significative réalisée par le Service fédéral de sécurité, le FSB, à propos d'un attentat qui aurait été déjoué contre le métropolite Tikhon. Euh, euh, c'est important pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une des personnalités les plus éminentes de l'Église orthodoxe de Russie. On sait qu'il a longtemps œuvré pas très loin d'ici, au monastère Sretensky. On le présente parfois comme le confesseur du président Poutine et surtout comme le possible successeur du patriarche Cyril. Le métropolite de Simferopol et de Crimée est en tout cas quelqu'un d'influent au sein de l'Église. Et c'est, en tout cas pour 2023, la personne qui vendait le plus de livres en Russie. Donc une personne qui a également une audience forte au sein de la société ou d'une certaine partie de la société.
Euh, Pardon, et on a une idée des commanditaires potentiels de cet attentat? ah oui, alors le FSB a accusé les services spéciaux ukrainiens. On n'est pas dans un cadre islamiste ou autre, Pas là. du tout, non, non, non. Oui, j'aurais dû. Ça me paraît tellement évident que j'ai omis de le préciser. C'était une erreur. Là encore, si on cherche à dégager un sujet plus important que les autres cette semaine, c'est celui de l'immigration, dont on a beaucoup parlé lors de nos briefings l'année dernière, au printemps, à l'été, à l'automne. Ce sujet revient en force dans le débat public en Russie. Vladimir Poutine en a parlé hier, lors de son intervention devant la direction du ministère de l'Intérieur. Il a émis le souhait qu'une nouvelle doctrine en matière d'immigration soit formalisée et adoptée. Il y a eu par ailleurs ce dont j'ai parlé, à Vologda, une illustration des intérêts contradictoires de l'économie, des acteurs économiques et de certains acteurs politiques locaux. On sait que ce qui irrite une partie des populations, c'est une immigration très spécifique issue d'Asie centrale, ce qui conduit d'ailleurs les autorités russes, certains membres du gouvernement, à chercher ailleurs, un peu plus loin. On a ces dernières semaines eu des révélations sur des tractations en cours avec certains pays africains. Cette semaine, à l'occasion de la visite à Moscou du Premier ministre birman, eh bien, on a appris que la Russie envisageait d'importer, entre guillemets, 55 000 travailleurs de ce pays. C'est un problème réel, hein, le manque de main-d'œuvre. On en parle de façon récurrente ici. Les économistes russes que nous avons conviés mardi à la conférence annuelle de l'Observatoire et de la Chambre sur l'état de l'économie russe en ont également parlé. Il y a une inconnue qui n'est pas négligeable, c'est la date de la fin du conflit et donc la date où les 300 000 mobilisés de l'automne 2022 feront leur retour sur le marché du travail. Mais en tout cas, c'est une question qui reste aujourd'hui au cœur de l'actualité économique et politique. En guise de conclusion, le chiffre de la semaine, 59 600, c'est le nombre de véhicules électriques enregistrés en Russie au 1er janvier. Ça fait 0,12% des véhicules particuliers qui circulent dans le pays. La personnalité en hausse, Monsieur Tokarev, personnalité très intéressante, pas très connue au-delà des cercles de spécialistes. C'est le président de Transneft, l'opérateur public du réseau national de l'éoduc. En quoi est-il intéressant? Il est en poste depuis 2007. Transneft est une entreprise très importante en Russie et M. Tokarev est un très vieil ami de Vladimir Poutine puisqu'il était avec lui à Dresde à la fin des années 80 à l'antenne régionale du KGB. Et la personnalité à suivre, de mon point de vue en tout cas cette semaine, c'est Monsieur Dronov, qui, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas un spécialiste de l'aéronautique, mais le futur gouverneur de la région de Novgorod, Novgorod la Grande, qui remplace Monsieur Nikitine, qui a été récemment promu au poste de vice-ministre des Transports. Voilà, Président, ce que j'avais à dire. Encore une fois, des grandes richesses d'informations. Là. Quelques questions avant de passer la parole à Igor, donc pour un peu boucler le sujet intérieur. Déjà, est-ce qu'une immigration africaine serait mieux acceptée qu'une immigration d'origine locale et russophone en partie? C'est douteux en réalité. C'est très douteux, sauf peut-être une immigration dont on a un peu parlé, mais de façon anecdotique. Enfin, c'est anecdotique en termes quantitatifs. Ce sont les paysans bourgs d'Afrique du Sud. Non, il y a un autre problème, à mon avis, plus important pour les Africains en Russie, c'est leur capacité d'adaptation. Je parle faire venir des Africains non russophones travailler en Russie. Alors, tout est possible, hein, mais ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi. Il y en a quelques-uns, on en voit un petit peu, mais c'est quand même assez rare, il faut Oui, bien le alors il y a dire. des étudiants, mais les étudiants apprennent le russe et ont voilà, une autre Hmm. trajectoire. Mais en tout cas, il y a une recherche de la part de la Russie, de pays qui pourraient contribuer, qui pourraient envoyer une main-d'œuvre pas
chère, une main-d'œuvre docile, entre guillemets, et euh, moins problématique politiquement aux yeux d'une partie de la population russe que peut l'être l'immigration en provenance d'Asie centrale. Pour remonter aussi le cours de ton exposé, l'admission par les cercles du pouvoir des difficultés économiques, notamment de la croissance, est-ce que c'est pas un petit peu favorisé, je dirais, par le fait qu'il y a cette espérance très forte de victoire, déjà, qui semble être assez partagée ici. Et donc, est-ce que c'est pas pour préparer un peu la population? Parce que certes, il y aura la victoire, mais il y aura aussi des petites difficultés. Je ne sais pas, je ne suis pas certain. Disons qu'il y a le constat d'une réalité qui n'est pas désastreuse, encore une fois, hein, 1,5, 2% de croissance. Alors c'est sans doute insuffisant pour moderniser la Russie, c'est moins que ce qui a été enregistré l'année dernière, 4,1. Disons qu'on retrouve des étiages un peu plus normaux. Non, ce qui est intéressant, en revanche, c'est de voir et d'entendre que de plus en plus de gens, des économistes, mais également des politiques, s'interrogent sur l'économie après le conflit ukrainien. Est-ce que les dépenses de défense vont rester à un niveau élevé, alors sans doute pas au même niveau, mais à un niveau élevé ou pas? Est-ce qu'il y aura la nécessité d'une conversion ou est-ce que ce sera marginal? Quid de la main-d'œuvre, du niveau de salaire? Il y a un problème qui est déjà identifié, c'est le possible mécontentement social des anciens contractuels ou mobilisés du ministère de la Défense qui, de toute évidence, ne pourront pas prétendre au même niveau de rémunération qu'en Ukraine. Je rappelle que la solde de base, c'est 250, 300 000 roubles par mois, plus des primes, primes d'engagement, mais également primes sur le terrain. Très clairement, et malgré la hausse des salaires que j'évoquais, hein, 19%, c'est beaucoup. Même si vous avez une inflation en 9%, ça fait une augmentation nette d'environ 10%. Tout ça ne sera pas possible dans la vie civile une fois le conflit terminé. Donc là, il y a quelque chose à faire et il semblerait l'une des réponses euh, des autorités soit une forme de compensation symbolique, au sens où une partie des anciens combattants sera appelée à certaines fonctions politiques. On a appris par exemple hier que l'administration présidentielle envisagerait un quota d'environ une centaine de députés issus des rangs de l'armée lors de la prochaine composition de la Douma d'État en 2026. Mais évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Un genre de chambre bleu horizon. Voilà, on va dire ça. Bon, il semblerait que je parlais des salaires d'Ivanovo. Alors, Ivanovo, c'est une ville textile qui semblerait pas avoir profité pour les uniformes militaires du boom. C'est comme ça. Euh, Oui, alors Ivanovo, c'est une vieille ville industrielle qui effectivement a eu son heure de gloire à la fin du 19e siècle, une ville du textile et qui, à l'inverse, a beaucoup souffert des années dites de transition, les années 90. Ça fait partie de ces villes de la grande, très grande couronne périphérie moscovite qui sont voilà, à quelques heures de train et qui subissent pleinement je veux dire, l'aspirateur de la capitale. Donc le différentiel, effectivement, ben voilà, vous êtes à Ivanovo, vous avez un salaire moyen de 50 000, Moscou 162 000. Évidemment, le coût de la vie à Moscou n'est pas tout à fait le même non plus, mais ça donne voilà, une idée de la fracture territoriale russe. Ivanovo, qui était la ville des fiancés à l'époque soviétique, parce que c'est une main-d'œuvre essentiellement féminine. Chiffre intéressant sur les voitures électriques, on n'a pas le chiffre de la proportion Si, des voitures neuves? ah, Parce que là, c'est le nombre total sur le parc automobile. Ce qui est oui, intéressant de suivre, c'est quelle est la proportion de voitures électriques dans les voitures neuves. oui, alors toutes Que les c'est là voitures électriques qui va montrer sont la assez neuves, hein, vocation, quoi. mais voilà, la proportion, c'est 0,1% du parc. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait une montée en puissance Alors à Moscou, oui. ou un Et, petit peu. On voit effectivement des stations oui, puis de recharge. on voit beaucoup de voitures électriques en réalité. Si on a l'œil, on les voit Oui, vraiment. mais enfin quand même beaucoup moins qu'à Shanghai.
contre, je suis pas sûr qu'en province, il y en ait beaucoup. Voilà, c'est un peu le problème. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Igor, on va te laisser la parole. Donc, parlons-nous de la façon dont le monde va. Merci, Président. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par l'actualité qui touche directement le règlement du conflit en Ukraine, puisque sur le fond du dossier, il n'y a rien de bien nouveau. Les Russes et les Américains sont en train, on comprend, hein, de préparer les équipes de négociateurs, mais en dehors de ce dossier, j'allais dire ukrainien stricto sensu, ils avancent en revanche sur le reste. Un nouvel ambassadeur de Russie a été nommé, un ambassadeur de Russie à Washington, donc a été nommé. Il s'agit du directeur du département de l'Amérique du Nord au MID, Monsieur Garkiev, qui va donc partir pour Washington. Il y a également été discutée la question iranienne, puisque visiblement la Russie aurait proposé ses bons offices pour servir de médiateur entre les États-Unis et l'Iran pour régler toute une série de dossiers épineux entre les deux pays. Certaines agences aux États-Unis travailleraient sur des points à assouplir en matière de sanctions, des points hypothétiques pour l'instant à assouplir en matière de sanctions à l'égard de la Russie. Donc il y a voilà des sujets comme ça qui avancent, qui sont donc partie de la feuille de route russo-américaine, à côté évidemment de ce sujet ukrainien. Et alors du côté des relations entre les États-Unis et l'Ukraine, eh bien ces relations accusent toujours le choc de l'altercation entre Zelensky et Trump vendredi dernier à la Maison-Blanche, dont on a parlé assez longuement lundi dans notre précédent briefing. Les positions de M. Zelensky aux États-Unis sont toujours très précaires. Sa légitimité est remise en cause, comme on l'a dit, hein, au plus haut niveau de l'État par M. Trump, par responsables du département d'État et ailleurs. L'équipe de Trump, d'ailleurs, aurait établi des contacts discrets avec les principales figures politiques ukrainiennes, hein, M. Poroshenko, l'ancien président ukrainien, Mme Tymoshenko, qui était Premier ministre du pays, qui se sont exprimés depuis que ces informations ont fuité dans Politico pour expliquer que oui, il y avait des contacts qui étaient établis, mais qu'en revanche, ils ont démenti le fait que le sujet d'élection présidentielle anticipée en Ukraine aurait été abordé dans le cadre de ces contacts-là. Donc voilà, évidemment des sujets qui ne plaident pas vraiment en faveur de Volodymyr Zelensky, qui en revanche trouve évidemment des soutiens du côté des Européens, mais je vais y revenir. Alors évidemment, toujours orange, j'allais dire des mauvaises nouvelles pour le président ukrainien et pour l'armée ukrainienne, eh bien, c'est que l'on a appris cette semaine que les États-Unis avaient mis en pause, hein, c'est l'expression qui est utilisée, l'assistance militaire fournie à l'Ukraine, d'une part, et que d'autre part, plus spécifiquement sur l'aspect du renseignement, un certain nombre de canaux avaient été fermés et que les Ukrainiens n'étaient plus donc les récipiendaires, j'allais dire en temps réel, d'informations, ou du moins d'informations aussi précises que celles sur lesquelles ils peuvent compter ou pouvaient compter depuis février 2022. Alors, sur l'aspect de l'aide militaire à l'Ukraine et de la cessation de cette aide militaire à l'Ukraine américaine et ses conséquences, quelles sont-elles? Je dirais que à court terme, elles sont pas fatales dans la mesure où l'Ukraine est dans une situation, enfin l'armée ukrainienne est dans une situation un peu moins difficile qu'elle ne l'était l'an dernier quand le budget américain était gelé. Souvenez-vous, j'en avais parlé de manière assez longue en raison de batailles politiciennes aux États-Unis, de la position notamment de Monsieur Mike Johnson à la Chambre des représentants qui bloquait toute discussion autour du budget notamment d'assistance militaire à l'Ukraine, mais aussi d'assistance militaire à Israël et à d'autres pays. Budget qui était donc resté bloqué à la Chambre des représentants pendant des mois en réalité, hein. C'était depuis la fin de 2023 jusqu'à mai 2024, et ce qui avait causé de grosses difficultés à l'armée ukrainienne, notamment pour se fournir pour obtenir des munitions. Là, évidemment, la situation n'est plus la même. On se souvient, on en avait parlé dans les séances de fin 2024, que l'administration Biden, sur le départ, avait été très généreuse avec les Ukrainiens, qu'elle avait défalqué au maximum possible les budgets restants pour envoyer le plus possible d'équipements et de matériel à l'Ukraine en anticipant
possible, évidemment, retournement de situation lié à l'arrivée de Donald Trump. Alors, ce retournement de situation a eu lieu. Donc, à court terme, il y a à peu près ce qu'il faut. Probablement que les Ukrainiens vont rentrer dans une logique de rationnement des munitions en anticipation, en fait, d'une situation plus compliquée qui pourrait se manifester à la fin du printemps, au début de l'été, ou 4 à 6 mois, on va dire, où là, en revanche, si jamais rien n'est fait pour compenser au moins partiellement cette aide, ou si cette aide ne reprend pas, eh bien là, les difficultés sérieuses pourraient commencer pour l'armée ukrainienne en matière de stock, en matière de munitions, en matière de matériel d'une part, et que d'autre part, les points faibles de l'armée ukrainienne devraient être, comment dirais-je, l'être encore plus en raison de la cessation de cette aide-là. Euh, L'autre sujet, évidemment, c'est la prise de parole du président Macron hier soir, donc une prise de parole une quinzaine de minutes à la veille du sommet extraordinaire qui se déroule en ce moment ou qui devrait commencer sous peu à Bruxelles, le sommet extraordinaire des Européens. Une prise de parole avec une tonalité martiale, à grand renfort d'infographie, pour montrer l'évolution du budget de défense en France, pour montrer la production industrielle en Russie, pour recomposer l'armée russe. Donc, beaucoup d'infographie et un discours qui était structuré en gros autour de deux parties ou de deux grands thèmes. Tout d'abord, un état des lieux, où on en est aujourd'hui. Hein. Emmanuel Macron aime bien ces exercices qu'il veut pédagogiques, hein, pour expliquer quelle est la situation sur le front diplomatique, les relations avec Trump, et puis une deuxième partie sur les conséquences de la nouvelle situation, hein, de ce qu'il appelle l'entrée dans une nouvelle ère, hein, nous rentrons dans une nouvelle ère, hein, c'est les termes qu'il a employés, et bien ces conséquences pour la France, les Européens, et avec une série d'annonces quant à des initiatives qu'il compte soumettre aux partenaires européens. Alors, le président Macron a parlé de menaces russes à trois ou quatre reprises, expliquant que la Russie était une menace pour la France et pour l'Europe. Il a parlé d'agressivité de la Russie et donc une tonalité assez évidemment dure, hein, et martiale, comme je l'ai dit. Sur les initiatives, j'en ai retenu trois. Alors, il est revenu sur les forces de garantie de la paix, hein, qui sont donc ce dont on a parlé sur les séances précédentes, qui sont en cours d'élaboration, enfin en tout cas sur le cas, sur le papier, sont en cours d'élaboration avec les Britanniques. Donc un sujet qui tient au président Macron et dont il a rappelé qu'elles avaient vocation à être développées après à être déployées après la conclusion d'un cessez-le-feu. Le président Macron parle aussi de dépenses de défense, puisqu'il souhaite que ces dépenses de défense soient sorties du périmètre du déficit pour permettre un réarmement faire face donc à cette menace qu'il a présentée. Et il a même expliqué, je cite, que l'Europe de la défense devenait une réalité. Ce qui m'a frappé, à vrai dire, quand je l'ai entendu. Et puis le troisième point, c'est un débat, il souhaite l'ouverture d'un débat sur l'extension du parapluie nucléaire français aux alliés européens, puisqu'il a pris acte du manque de fiabilité des États-Unis désormais, mais d'autre part du fait que, évidemment, ce que l'on sait, hein, que en matière de dissuasion nucléaire, eh bien, la France est totalement indépendante, contrairement au Royaume-Uni, qui est extrêmement dépendant des États-Unis pour une série de systèmes liés à leur dissuasion nucléaire. Et donc, dans cette logique de grand retournement, hein, des États-Unis, eh bien, il va les, la France aura un rôle visiblement accru en tout cas que le président Macron veut comme grandissant dans la protection des Européens. Et donc, il y a un débat qui serait d'abord franco-français, bien évidemment, vu le sujet, sur ce sujet de l'extension du parapluie nucléaire. C'est vraiment le parapluie, c'est pas le partage de dissuasion, des choses comme ça qu'on a pu entendre. C'est évidemment, c'est pas l'ordre du jour, mais l'extension du parapluie, ce qui est pas nouveau chez Macron, puisqu'il avait déjà parlé il y a quelques années de cela, du fait que les intérêts, alors je ne sais plus la formulation exacte et ça compte, hein, mais que les intérêts vitaux de la France avaient une dimension européenne. Enfin, il y avait une formulation comme ça qui avait été évoquée il y a quelques années, qui avait leur surpris. Donc, il revient sur des choses qu'il a pu prononcer il y a quelques années de cela. Voilà pour ce discours. Et puis, alors, un dernier point sur la Biélorussie, puisque Alexandre Loukachenko a accordé une interview à un blogueur américain, en tout cas basé aux États-Unis, mais qui est d'origine, je crois, libanaise, qui est assez populaire dans le milieu des crypto-monnaies.
dans lequel il propose une fois de plus de mettre à disposition sa capitale, enfin Minsk, pour conclure des pourparlers sur l'Ukraine. Alors, on a eu une réponse du côté de la Russie qui a officiellement fait savoir que c'est une très bonne idée, que effectivement Minsk serait une ville tout à fait appropriée pour ce genre de pourparlers. Alors, c'est assez surprenant. Alors, moi, j'interprète cette réaction de la Russie, je l'inscris d'abord dans le cadre des relations vraiment bilatérales entre la Russie et la Biélorussie, puisque je pense que le souvenir de Minsk n'est pas nécessairement un bon souvenir. Si le processus avait abouti, puisque des choses avaient été signées, hein, les accords de Minsk I, les accords de Minsk II, le processus donc avait pu montrer qu'il était en mesure de produire des résultats. En revanche, les résultats n'avaient rien donné. On le sait très bien, hein, vu les circonstances dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, et surtout après les déclarations de Madame Merkel et de Monsieur Hollande qui avaient déclaré, hein, souvenez-vous, au début du conflit, hein, que finalement les accords de Minsk II avaient été conclus pour donner du temps à l'Ukraine pour se réarmer. Je pense que cet endroit-là n'est pas forcément le plus approprié pour tenir ce type de pourparlers, même du côté russe, a pas dû laisser un souvenir impérissable, surtout pour M. Surkov, qui était l'artisan des accords de Minsk II et qui est rentré en Russie, puis après que les accords aient été dénoncés par l'Ukraine et s'était fait tabasser à la sortie de son domicile, hein, c'était il y a, je crois, 3, 4 ans, je ne sais plus, il était tombé en disgrâce. Donc voilà, je pense pas que ce soit forcément le lieu le plus approprié, mais le son de cloche, je l'interprète comme étant vraiment le produit des relations russo-biélorusses, donner le change à Loukachenko en quelque sorte, hein. Mais à mon avis, ça n'ira pas au-delà. Voilà, Président. Bien. Alors, je crois qu'Orban ne doit pas se faire d'illusions non plus. Je pense pas qu'il y aura un deuxième mémorandum de Budapest. Mais bon, je crois que tu voulais rajouter quelque Oui, chose. il y a quelques déclarations très récentes cet après-midi. Donc évidemment, la Russie a réagi au propos d'Emmanuel Macron hier en deux temps, par la voix de Madame Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans un registre à la fois vif et dans un registre de la dérision. Et puis Monsieur Lavrov euh, a fait également des déclarations assez dures sur deux points précis et qui sont des points cruciaux des discussions à venir. L'envoi d'une force internationale, donc un non absolument catégorique. Je cite, il n'y a aucune marge de discussion possible là-dessus. Et l'autre déclaration, pardon, très intéressante et très récente, elle vient juste de tomber, c'est celle du général Kellogg, l'envoyé spécial de la Maison-Blanche pour le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et il a dit qu'il fallait remettre à plat, reset, les relations bilatérales russo-américaines pour mettre un terme au conflit ukrainien. Donc, alors même que Kellogg était considéré jusqu'à une date récente comme l'un des plus sceptiques finalement quant aux perspectives bilatérales russo-américaines et comme la personne peut-être la plus à même dans l'entourage de Trump de défendre les intérêts de l'Ukraine. Donc, à suivre. Ce qui est certain, c'est que les relations franco-russes aujourd'hui sont à un point extrêmement bas, qu'il y a eu voilà, ces échanges très vigoureux. Oui, Madame Zakharova a fait allusion en particulier, s'est interrogée sur la nécessité pour la France d'envoyer un nouvel ambassadeur dans le contexte actuel, dans le contexte des déclarations d'hier, ce qui n'est pas rien. Maintenant, la question, enfin l'une des questions qu'il faut suivre de très près, c'est la date et le contenu du sommet Trump-Poutine qui dit-on à Moscou, est en voie de préparation accélérée. Donc, est-ce que c'est horizon de 8 jours, 10 jours, fin mars? On verra, mais à l'évidence, les Russes élargissent l'agenda. Igor y a fait référence avec l'Iran. L'objectif étant de montrer à Trump, avant tout, eh bien que contrairement à Zelensky, Poutine a beaucoup de cartes dans son jeu et que certaines d'entre elles pourraient être favorables aux États-Unis. Merci de ces précisions. Plusieurs questions. Est-ce que vous avez une idée de parapluie nucléaire français abriterait quel périmètre européen? Les gens de l'Union européenne, c'est quoi l'Europe vue sous un parapluie nucléaire Et français? est-ce que, par exemple, parce que la question va se poser, c'est la question de la crédibilité, Igor va développer ça de façon beaucoup plus intelligente, mais au fond,
La question qui ne sera pas posée aux Français, il n'y aura pas de débat, faut pas se faire d'illusions, c'est est-ce que vous êtes prêt à être vitrifié pour Tallinn, par exemple? Tant mourir pour Danzig? C'est toujours la même question. Non, effectivement. Euh, on nous demande également, ça n'a pas lié directement, bonjour, des mesures favorables pour s'installer ou travailler dans les régions annexées existent-elles ou sont-elles discutées? Alors, je ne sais pas si notre auditeur parle de pour les Russes ou s'il parle même de sociétés étrangères. Et de quelle société étrangère? En tout cas, bon, euh, ça, c'est très largement au-delà du périmètre de la Chambre franco-russe. Oui, il y a des dispositifs, hein, fiscaux. Alors pour les particuliers, j'ai vu qu'il y avait des prêts bonifiés pour l'acquisition de logements. Donc bon, il faudrait regarder les dispositifs, mais je dois dire que ce n'est pas un dossier prioritaire pour la Chambre. D'accord. De quoi nous demande également Vladimir Poutine rencontre les mères et les femmes de militaires combattants en Ukraine. Est-ce régulier ou cela annonce-t-il quelque chose à votre avis? Mais il me semble qu'il l'a déjà fait. Alors, il a rencontré les anciens combattants. Je crois qu'il a rencontré aussi déjà des membres de la famille des anciens combattants. Je peux pas commenter la régularité de ces rencontres, mais bon, étant donné l'agenda en ce moment et tout ce dont on parle en fait depuis 3 semaines, c'est pas surprenant qu'il le fasse également. Parce qu'il y a eu deux occasions bon, bien connues, hein, le 23 février, journée des défenseurs de la patrie, volet masculin, et bientôt le 8 mars, fête des femmes. Donc on peut penser qu'il y aura des rencontres avec des veuves ou des épouses ou des mères de combattants ou d'anciens combattants. Merci à tous les deux. On n'a pas tellement d'autres questions. Je vais finir sur une question plus légère qui est liée à ta dernière intervention. Il dit, Eurostat fait-il des analyses comparées de l'impact de la Saint-Valentin comme du 8 mars dans l'économie des bars, théâtres, musées et fleuristes? Non, alors ça, je ne sais pas, mais on peut chercher. Par contre, il y a eu un sujet qui a été mis sur la table par M. Mishustin, Premier ministre. Ce sont voilà, le prix des fleurs avant le 8 mars. Donc il y a eu en lien aussi avec certaines sanctions européennes qui apparemment ont frappé l'interdiction, l'exportation de fleurs, de tulipes, je crois, des Pays-Bas. Enfin, tout ça est à vérifier, mais le fait est que les fleurs coupées sont très chères en ce moment en Russie. À Moscou, le paquet, enfin, pardon, le bouquet moyen, c'est entre 4 et 5 000 roubles pour le 8 mars. Donc oui, c'est un sujet politique. Alors, ce n'est pas le premier sujet politique. Mais on en parle. Alors la Saint-Valentin, je suis un peu plus sceptique. Enfin, j'allais dire, la Saint-Valentin ne fait pas le poids par rapport au 8 mars. Ça, c'est en Russie, c'est évident. Mais il faudrait voir quels sont les pics respectifs d'achat de fleurs, de champagne ou de rosé de Crimée. Mais je sais qu'Igor va le faire pour la semaine prochaine. Oui, et puis je pense qu'on va avoir ce genre de statistiques plutôt par nos amis de la distribution de parfums et des choses comme ça, qui doivent être aux premières loges pour avoir ces statistiques. Merci à tous les deux de toutes vos informations, vos interventions toujours pertinentes. Nous nous retrouvons donc lundi pour un briefing consacré exclusivement euh, à l'international, aux relations, enfin, aux suites des évolutions sur le front, si j'ose dire, diplomatique russo-ukrainien et plus généralement mondial maintenant. Jusque-là, eh ben, là, si France-Russie se tient à vos côtés, comme toujours, tenez bon.